Dans l'heure qui vient, dans l'épreuve de la science, 3 histoires aussi intrigantes que captivantes vont être testées scientifiquement. Une famille affirme vivre régulièrement des expériences paranormales au travers des lettres que leur adresse un esprit en colère. Le cadre était par terre, réduit en miettes. Ces 2 voyants déclarent qu'ils sont en mesure de communiquer avec les morts. Il leur parle et elle les dessine. Avait-il un frère? Oui, Il est mort jeune? jeune. Ok. Les habitants des marais de Caroline du Sud vivent depuis des années dans la peur de rencontrer une créature terrifiante. Ce moulage d'une empreinte de pied non identifiée pourrait bien déterminer si l'homme lézard est un mythe ou une réalité. Je l'ai vu de loin, j'étais tétanisé, je ne pouvais plus bouger. 3 histoires paranormales exceptionnelles, 3 tests scientifiques. Une seule histoire sera considérée comme testée et approuvée. Recevoir des messages menaçants de la part d'un inconnu, c'est toujours très inquiétant. Mais que diriez-vous si ces messages venaient d'un esprit en colère et qu'il les signait de son nom, Danny? C'est l'une des choses les plus effrayantes qui ne me soit jamais arrivée. Personne ne veut que ses enfants soient en danger. Jamais. Je n'avais jamais vécu une chose pareille de toute ma vie. Ça a été un choc pour nous tous. Depuis les années 90, Alcob est installé comme antiquaire dans la ville de Savannah en Géorgie. En octobre 1998, Al a acheté ce lit, une antiquité datant de plus de 100 ans, pour son fils Jason. Presque immédiatement, Jason a senti que quelque chose ne tournait pas rond. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre était dans la chambre. J'avais l'impression d'être observé quand j'étais dans cette pièce. Et quand finalement j'arrivais à m'endormir, je sentais un souffle sur ma nuque. Des événements étranges ont commencé à se produire dans la chambre de Jason. Cette photo représentant les grands-parents décédés de Jason semblait être le centre de cette attention malveillante. J'avais une photo de mes grands-parents et elle se déplaçait d'une table de nuit à l'autre. Je l'ai aussi retrouvée retournée comme ça. Et la dernière fois, elle a fini par terre, le cadre brisé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber. Même si ça avait été le cas, le cadre ne se serait pas cassé comme ça. Il y a de la moquette. Là, il était réduit en miettes comme si quelqu'un s'était acharné dessus à coups de poing. Jason est vite arrivé à la conclusion que quoi qu'il se passe dans sa chambre, cela avait un rapport avec le lit, un meuble datant de 1890. Ça me faisait peur, c'était très glauque. Et c'est pourquoi j'ai décidé de ne plus dormir dans ce lit. Au début, je n'étais pas au courant de toutes les choses qui se passaient. Et puis un soir, j'étais à l'étage tranquille en train de lire. Les enfants m'appellent en bas et me disent « Papa, il se passe des choses étranges dans la chambre de Jason. On ne peut pas l'expliquer. » Au début, j'ai cru qu'ils essayaient de me faire une blague. Mais ce n'était pas une blague. Après d'autres incidents étranges, Jason change de chambre et la famille Cobb en arrive à la conclusion que le lit ancien est en fait un lit hanté et que son fantôme cherche à communiquer. Alors mon père a dit qu'on allait lui laisser du papier et un crayon pour établir une sorte de correspondance. J'ai écrit sur une feuille « Donne-moi ton nom, donne-moi ton âge ». Et j'ai laissé la feuille là avec un stylo. On est sorti de la chambre, on a attendu devant la porte et là on a entendu comme des petits coups qui venaient du placard de Jason. On avait laissé une feuille de papier. On l'a retrouvée avec l'inscription Danny 7 ans. C'est comme ça qu'on a appris comment elle s'appelait. Ce n'était même plus effrayant, c'était pire. J'étais complètement paniqué à l'idée même d'être dans cette pièce, c'était irréel. Je peux vous dire que ça m'a donné la chair de poule. Parmi les nombreux messages laissés par Danny, il y avait celui-ci. Il laisse entendre que Danny lui-même ou bien sa mère serait mort dans ce lit en 1899. C'est la seule indication donnée sur l'identité de Danny. Même lorsqu'il ne laissait pas de message écrit, Danny trouvait le moyen de se faire remarquer. On l'entendait frapper dans le placard de Jason, déplacer des choses, bouger des cintres.
Toutes ces choses se sont passées. J'en suis témoin. Tout cela a bien eu lieu. On était tous assis dans la salle à manger et on entendait les objets se déplacer. Ça faisait vraiment peur. J'étais complètement terrifié. J'avais presque envie de m'enfuir de la maison. J'arrivais pas à le croire. Ce n'était pas possible que ces trucs se passent. Quelqu'un mort dans le passé qui venait nous rendre visite à nous dans le futur. C'était bien le lit qui avait l'air d'intéresser Danny et Jason devenait donc son rival. Une nuit, je dormais dans ma chambre, tourné vers le placard, et j'ai entendu clic-clic derrière moi. Quand je me suis retourné pour voir, je me suis rendu compte que le bruit venait de mon petit masque en terre cuite accroché au mur. Il bougeait, il tremblait, et là d'un coup, il a traversé la chambre tout droit, comme ça, super vite. Tellement vite que j'ai à peine eu le temps de l'éviter avant qu'il n'aille s'écraser en 1000 morceaux contre la porte du placard. Si Jason n'avait pas baissé la tête à temps, il aurait pu être blessé gravement et ça fait vraiment peur. Pour nous, c'était clair. Ce lit était hanté. Il fallait faire quelque chose. Alors Lila et moi, nous avons décidé de ramener le lit à la salle des ventes, de le mettre aux enchères et de le rayer de nos vies. Mais Lila et Al ne réussissent pas à se débarrasser du lit. Après l'avoir démonté, ils le mettent au garage à l'abri, sous un drap. Une attitude qui ne plaît pas beaucoup à Danny. On est rentré à la maison, mon frère et moi, et on a trouvé la chambre de Jason complètement retournée. C'était dévasté, les rideaux arrachés, la cage de mes oiseaux par terre, les meubles renversés. Tout à coup, les portes du placard se sont ouvertes. Les vêtements ont été éjectés par terre. Il y avait des feutres et des stylos qui volaient dans la pièce et retombaient par terre. Les garçons étaient complètement terrifiés. Cette fois, Al est bien décidé à se débarrasser du lit. Il le ramène simplement à l'endroit où il l'a acheté. Cette fois, la deuxième fois, le lit est parti pour de bon. Si le lit était bel et bien parti, Danny, lui, était toujours là, mais il n'était plus vraiment le même. Danny est revenu et il a écrit sur un papier qu'il a laissé sur le bureau de mon frère. Danny, pardon. À partir de ce moment-là, il a recommencé à communiquer avec nous par écrit. On lui laissait des jouets et même un cadeau de Noël. Et il l'a ouvert. Il nous a remerciés. C'était incroyable. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est le jour de mon anniversaire. Je me sentais un petit peu déprimée. J'ai demandé à Danny d'aller voir mes parents dans l'au-delà et de me ramener un message. Et Danny m'a écrit qu'ils étaient très heureux, qu'ils allaient bien et que je ne devais pas me sentir aussi triste. Existe-t-il un moyen d'expliquer ce phénomène Danny? La famille Cobb s'est adressée au docteur Andrew Nichols, qui enquête sur le paranormal depuis plus de 30 ans. Le docteur Nichols a examiné la maison des Cobb à l'époque où Danny se manifestait. La plupart du temps, la présence de fantômes concorde avec l'apparition d'un champ magnétique inhabituel. Cet instrument permet de détecter les champs magnétiques. Les champs magnétiques détectés par le docteur Nichols étaient tous concentrés dans la même pièce, la chambre de Jason. Là, les valeurs relevées étaient 10 fois supérieures à la norme. Parfois, les champs magnétiques sont provoqués par des rivières souterraines, une grande concentration de fer ou les suites d'un tremblement de terre. Mais dans ce cas précis, je pense qu'il s'agit d'une source artificielle, un générateur électrique ou un câblage bien spécifique dans ce mur. En 1998, le fameux lit avait été placé contre ce mur. Jason était donc exposé à un champ électromagnétique particulièrement intense. Je pense que c'est cela qui a entraîné tout le reste. Le fait d'être exposé ainsi a permis à Jason de vivre ce que nous autres ne voyons qu'en rêve. Pour lui, cela s'est passé au grand jour, dans son environnement, dans la réalité. Avec le temps, la maison des Cobb a retrouvé la sérénité. Les événements étranges provoqués par le lit ancien ont été repris dans la presse locale. Peu après, Al a écrit un livre sur Danny. Quant au lit, il a d'abord été racheté aux enchères par Joey Warrenczak, un policier de Savannah. Je n'étais pas là quand les Cobb ont raconté leur histoire de lit hanté. Donc je ne peux pas parler pour eux. Je ne peux parler que de ma propre expérience et je peux vous garantir qu'il ne s'est jamais rien passé de bizarre autour de ce lit, tant que j'en ai été le propriétaire. Aujourd'hui, le lit se trouve dans le garage d'une antiquaire, Pamela Whitten. Elle l'avait exposé pendant 1 an dans sa boutique, mais sans jamais le mettre en vente.
Un jour, juste avant de quitter la boutique, j'ai dit à mon mari que j'avais envie de mettre un prix sur le lit, juste pour voir. Alors je l'ai affiché à $500 et on est parti. Le lendemain matin, en rentrant dans la boutique, tous les tableaux étaient par terre, les cadres brisés, les meubles déplacés. Et là, j'ai su que c'était lui. C'était Danny. Le lit est-il hanté par le fantôme de Danny? Si certains de ces phénomènes peuvent être attribués à une activité électrique trop intense, cela n'explique pas la preuve la plus concrète. Les dizaines de petits mots laissés par Danny. Afin de pouvoir démontrer que leur histoire est vraie, tous les membres de la famille Cobb ont accepté de se soumettre à une analyse graphologique menée par un spécialiste assermenté. Il pourra comparer leur écriture à celle apparaissant sur les soi-disant lettres de Danny. On commence. Cette fois, n'utilisez pas votre propre écriture. Faites comme si vous ne vouliez pas que l'on vous reconnaisse. En d'autres termes, je vous demande de travestir votre écriture. Pour compléter le test, nous avons demandé à Jason et Al de passer au détecteur de mensonges. Danny s'avérera-t-il être un fantôme du 19e siècle ou rien de plus qu'une simple invention? Vous le saurez à la fin de l'émission. Cet homme est mort en 1964. Ce dessin, lui, a été fait 40 ans plus tard par une voyante artiste qui ne l'avait jamais vu ni rencontré. Cette femme est morte en 1976. Le dessin a été fait par la même artiste en 2001. Cet homme est mort en 1998 et voici son portrait réalisé en 2004, toujours par la même artiste. Vous allez faire la connaissance d'une équipe de voyants hors du commun. Michael Parry affirme qu'il peut entrer en contact avec les morts. Plus impressionnant encore, sa femme Marty Baker est capable de dessiner les portraits de ces mêmes disparus. Des affirmations renversantes que notre équipe va s'appliquer à vérifier. Depuis 7 ans, les dons de voyance de Michael et Marty ont convaincu des centaines de personnes, dont la plupart étaient pourtant sceptiques. Ce n'est pas grave d'être un sceptique. Moi-même, je suis quelqu'un de sceptique. Je ne crois pas tout ce qu'on me raconte, mais si l'information est très précise, c'est qu'elle doit bien venir de quelque part. Après leur mariage il y a 10 ans, Michael a aidé Marty à développer son don de voyance. Pendant leur séance, Michael parle aux morts. Marty, elle, porte un casque et écoute de la musique. Elle ne peut donc pas être influencée par ce qu'il dit. Elle affirme que dans ces moments-là, elle suit un guide spirituel qui lui permet de dessiner le portrait d'un ami ou d'un proche disparu. Oh, c'est mon père. C'est un processus scientifique. Ce n'est pas une histoire de fée clochette ou de formule magique. Ça fait partie de la vie. C'est vraiment incroyable, c'est tellement précis. Au premier coup d'œil, je me suis dit que ça ressemblait à ma grand-mère et j'ai cherché une photo pour faire la comparaison. Ça m'a soufflé. Marie Westrop a rencontré Michael et Marty il y a 2 ans. Dès la première séance, Michael lui a donné des détails troublants à propos de son époux décédé. L'esprit de mon mari s'est manifesté immédiatement. Michael m'a demandé s'il était golfeur. J'ai répondu oui. Alors il a dit il a ses clubs de golf, il fume un cigare, il parle de vos billets pour la saison de football de l'université de Los Angeles, il a sa casquette de supporter. Tout aussi impressionnant que les visions de Michael, le portrait réalisé par Marty. Un croquis de l'oncle de Marie. J'avais un peu peur de regarder le dessin. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis fait une bonne frayeur. Ça lui ressemblait presque trop. Suzanne Hannon a ressenti la même chose. Après une séance avec Michael et Marty, les voyants lui ont présenté ce dessin. Je n'en revenais pas. Quand j'ai vu cette image, j'ai tout de suite vu que c'était Adeline. J'ai dit c'est elle, c'est sûr. C'était la mère de mon ex-mari. Les dessins de Marty sont-ils la preuve qu'elle et Michael sont vraiment capables de communiquer avec les morts? Nous avons sélectionné 5 personnes au hasard pour leur faire passer un test bien particulier. Michael et Marty passeront une séance avec chacun d'entre eux. Ils ne savent absolument rien de ces 5 personnes, ni de notre équipe de tournage. Nos sujets ont reçu l'ordre de se dévoiler le moins possible lors de la séance. Premier sujet, Bonnie Freeman.
Je suis en train de parler avec votre père. Il avait un frère? Oui, Et il est mort jeune? jeune. Ok. Il est avec lui en ce moment, son jeune frère. Quelqu'un a eu un accident de voiture. Quelqu'un proche de vous? Son frère, oui. Je pense être une personne très intuitive et mon sentiment sur eux, c'est qu'ils sont sincères. Sujet numéro 2, Alfonso Hernandez Anaya. Quelqu'un est mort il y a 7 ans. C'était votre père? Non. Ma grand-mère. Vous avez été élevé par votre grand-mère? Oui. Mais vous n'étiez pas là quand elle est morte. Est-ce qu'elle mesurait un peu plus d'1,50 m dans ces eaux-là? Qui? Votre grand-mère. Oui. Sujet numéro 3, Mila Bozard. Mila espère entrer en contact avec son époux décédé. Qui vous a quitté pendant 5 ans? Mon fiancé. Votre fiancé. Vous avez 2 enfants avec lui? Non. Vous n'étiez pas une proche de l'acteur Mickey Rooney, n'est-ce pas? Non. Michael semble très troublé par la voix d'un autre esprit qui lui parle en même temps que le mari de Mila. Il prend un moment pour méditer et reconcentrer ses énergies. J'aime pas quand ça se passe comme ça. Malgré ses tentatives pour démêler les 2 voix, Michael est dépassé et arrête subitement la séance. Sujet numéro 4, Jan Courtney. Je viens de voir un cheval. J'en ai un. Enfin, ce n'est pas vraiment mon cheval. Oui, mais j'en ai vu un. Il est venu à moi comme s'il me connaissait. Vous montez toujours? Oui. Michael est entré en contact non seulement avec le cheval de Jan, mais aussi avec son chien. Encore une fois, Michael et Jan ne se connaissaient absolument pas avant le début de cette séance. Ce chien, il a un nom qui commence par B. Oui. Ça commence par Ba. Oui. Ça sonne un peu comme Ba quelque chose. Batley, un nom de ce style. C'est ça? Oui. Comment s'appelle ce chien? Bayard. Ah oui, Bayard. Il avait tout bon. Tout était vrai, c'était incroyable. La séance de Mila mise à part, toutes les visions de Michael se sont avérées correctes. D'après nos sujets, Michael a vu juste dans 80% des cas. Pour Michael, le test a l'air concluant. Mais qu'en est-il de Marty? Voici le dessin qu'elle a réalisé pour Bonnie Freeman. En général, les gens n'identifient pas immédiatement les portraits de Marty. Ils ne font la connexion qu'une fois rentrés chez eux, en explorant leurs albums de famille. Pour Alfonso Hernandez Anaya, Marty a fait 2 dessins. Le premier ressemble à Pat, la tante d'Alfonso. Oui, c'est Pat. C'est Pat? Ah oui, ça ne peut être qu'elle. Aucune idée. À nouveau, Mila Bozard espère rentrer en contact avec son défunt mari. Ce fut un échec pour Michael, mais peut-être pas pour Marty. Ça vous dit quelque chose, le nom Bernard ou Bernie? C'est quelqu'un qui vient de mourir. C'est Bernie? Mais là, ce n'est pas lui. Non. Vraiment? Non. Il reste un dernier sujet à tester. Sujet numéro 5, Judd Kilgore. Et ce qui s'est passé lors de sa séance a vraiment surpris tout le monde. Vous vous êtes cassé la jambe? Non. Et votre frère? Non. Non. Michael semble connecté avec l'au-delà. Y a-t-il quelqu'un dont le nom commence par B, la lettre B? Mais Judd ne reconnaît personne. Non. Est-ce que quelqu'un est parti à la guerre, quelqu'un de votre famille? La Deuxième Guerre mondiale? Non, pas la Deuxième Guerre mondiale. Je vois quelqu'un qui s'appelle Billy. Ça ne dit vraiment rien à personne? Là, j'ai vraiment un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est cassé la jambe. On voit une gangrène. Quelqu'un qui perd sa jambe. Je crois que c'est pour vous. J'ai un grand-oncle qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et il a perdu sa jambe en sautant sur une mine. C'est vrai?
Il a vraiment perdu sa jambe? Oui, il ne restait plus qu'un bout d'os ici, avec un bandage. Je crois que j'ai quelqu'un ici pour vous. C'est un rebondissement inattendu. Michael est entré en contact avec un membre de la famille d'un de nos collaborateurs, Alston Chapman. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Buck ou Buddy? Oui, le père de mon père s'appelait Buck. Peut-être que, comme je n'arrivais pas à avoir une bonne connexion avec la grand-mère de Judd, un homme a décidé de pirater la ligne et d'entrer complètement en contact avec moi. Parce que là, les énergies étaient plus puissantes, il était peut-être plus déterminé. Et il s'est passé la même chose pour Marty. Elle a dessiné le portrait d'un homme qui pourrait ressembler à un membre de la famille d'Alston du côté de sa grand-mère. J'étais là à prendre des notes sur tous les sujets testés jusqu'à présent, et j'ai vu que certains détails correspondaient à mon histoire. Là, c'était trop flippant pour que je me taise. Le test est terminé. Michael et Marty n'ont plus qu'à attendre que les sujets rentrent chez eux et comparent les dessins avec leurs photos de famille. Une semaine plus tard, les sujets se réunissent afin de dévoiler si oui ou non les portraits de Marty représentent bien des proches décédés. Le dessin que Marty a fait pour moi, au départ, il m'a troublé parce que je ne connais personne de ma famille qui a cette tête-là. Les photos de famille vont-elles correspondre au dessin? Cette histoire sera-t-elle testée et approuvée? Ils sont mi-hommes, mi-animaux. Quoi que ce soit, ça m'a vraiment fichu une trouille bleue. C'était peut-être un mammifère, mais pour moi, ce n'est pas un homme, c'est pas humain. Des dizaines de témoins oculaires, des traces de griffes et de morsures sur une voiture et des traces de pas impossibles à identifier venant d'une créature non humaine. Autant de preuves de l'existence d'une créature terrifiante, l'homme lézard. Nous sommes dans les marais de Scape Ore, tout près de Bishopville en Caroline du Sud. C'est là qu'on l'a vu pour la première fois, le 29 juin 1988. Le témoin était un adolescent, Chris Davis. Il n'a jamais voulu tirer profit de cette histoire et a refusé nos demandes d'interview. Liston Truesdale, qui a été le shérif du comté de Lee pendant près de 20 ans, a recueilli le témoignage de Chris Davis 2 semaines après l'incident. C'est juste à cet endroit que Chris a crevé son pneu. C'est sur cette route-là, juste ici. Tout à coup, Chris a vu une énorme créature s'avancer vers lui avec des grands yeux rouges, des pieds palmés et des doigts crochus. Il a sauté comme un beau diable dans sa voiture et a filé dans cette direction. Nous croyons qu'il a vraiment vu ça, puisqu'on a vérifié sa crédibilité. Ce gamin ne buvait pas, ne fumait pas, ne se droguait pas. C'était un bon petit gars. Très vite, les journaux à scandale du monde entier s'emparent de cette histoire d'homme lézard. À l'époque, une station de radio offrait même $1 million pour sa capture, mort ou vif. Puis, de nouveaux témoins oculaires se sont manifestés. Tout comme Chris Davis, aucun d'entre eux ne souhaite tirer profit de cette expérience. J'ai été bien élevé, je suis allé à l'université pendant 2 ans. Je vais à l'église régulièrement, je suis un bon chrétien, je ne dis pas de mensonges, moi. George Plyer habite à l'entrée des marais. Un jour, alors qu'il construisait une clôture autour de sa propriété, il eut le sentiment bizarre d'être observé. Il était taillé comme un reptile, mais il n'avait pas de queue. Un mélange entre un homme et un lézard. Il était là, pas très loin, j'étais tétanisé, je ne pouvais plus bouger. Je pense que lui aussi était choqué de me voir. La rencontre de George Plyer avec l'homme lézard a duré 1 minute entière. Puis, sans prévenir, la bête s'est enfuie et a disparu dans les marais. J'en ai parlé à personne, je n'ai rien dit pendant longtemps parce que les gens auraient pu penser que j'étais fou ou que j'avais tout inventé, mais je n'ai rien inventé. Seul un fou aurait pu s'amuser à ça.
Quand on a commencé à recevoir tous ces témoignages, on les a étudiés de très près parce qu'on ne savait pas ce que ça pouvait bien être. Un animal, une personne qui s'amuserait à faire peur aux autres. La créature était plus grande qu'un être humain, je la distinguais depuis le ciel. Depuis 20 ans, Frank Mitchell surveille les récoltes de la région de Bishopville. La créature ne courait pas, elle marchait tout simplement. Elle ne marchait pas vite. Elle n'avait pas l'air effrayée par le bruit de mon avion, mais à un moment, elle a bifurqué et s'est enfoncée dans les bois. Clairement, elle a vu que je faisais des cercles au-dessus d'elle. Je pense que la chose que j'ai vue est la même que celle dont parlent les autres. Évidemment, ça nous a tous rendus un peu fous, hein. C'est quand même un événement étrange. George Holloman rentrait chez lui. Il était à peu près 1h du matin. Soudain, quelque chose au loin a attiré son regard. Cela ressemblait à un tronc d'arbre, mais doté de vie. Il a bougé, moi aussi. Je l'ai vu là et là. Et que personne ne vienne m'accuser d'être un menteur. Je l'ai vu de mes propres yeux. 3 rencontres, 3 descriptions indépendantes, mais jamais aucun croquis de la créature. Alors notre équipe a demandé à Leon Forest Hill, illustrateur professionnel, de réaliser 3 portraits robots basés sur les descriptions de nos témoins. De longs bras, très longs. Il pendait jusqu'à ses genoux. Mais quand même, de forme humaine. C'était des bras musclés? Non, tout maigre. Ça ne pouvait pas être un être humain, c'était trop grand. C'est une créature marron, je l'ai vu bouger. La tête n'était pas penchée comme ça. Ah, je vois, la tête plus droite. Et les bras étaient plus courts que ça, hein, juste normaux. Les bras étaient plus courts. Et vous dites qu'il avait une bosse dans le dos? Oui, c'est ça, une bosse. D'après vous, il mesurait combien? À peu près 3 mètres. Il faisait 3 mètres de haut? Vous avez dit qu'il avait comme une crête. Oui, découpé comme ça. Les portraits robots sont terminés. Voici les résultats. On a trouvé des points communs. Tous les gens qui l'ont vu ont eu très peur. Ils parlent de muscles très allongés, de la grande taille de l'animal inhabituel, de ses grands yeux rouges et de ses 3 griffes crochues. Ces photos ont été prises par un habitant de Bishopville qui affirme que sa voiture a été vandalisée pendant la nuit par une créature venant des marais. Quelle que soit la chose qui a attaqué la voiture, elle a arraché tout ça. Ça commence par le pare-choc avant et ça continue jusqu'à l'arrière. D'après ces photos, la créature s'est acharnée sur le véhicule. Sur cette photo, on voit comment la créature a arraché les chromes. Quant aux traces de griffures, elles étaient si profondes qu'elles traversaient presque la carrosserie. Peu après l'attaque de cette voiture en stationnement, un nouveau témoin raconte que la créature s'est jetée devant sa voiture pendant qu'il roulait. Je ne crois pas qu'un farceur portant un costume d'homme lézard prendrait le risque de se jeter sous les roues d'une voiture lancée à 80 km/h, juste pour paraître crédible. Malgré les nombreux témoins oculaires, il n'existait toujours pas de preuves solides et formelles de l'existence de l'homme lézard. Mais le 24 juillet 1988, alors que 2 shérifs adjoints contrôlaient une plainte pour tapage nocturne, ils découvrirent d'étranges traces de pas à l'entrée des marais. C'était très tôt, un dimanche matin, et ils ont trouvé ces traces très bizarres sur un sentier. On a immédiatement commencé à travailler dessus. On a fait très attention, car on ne savait vraiment pas sur quoi on allait tomber. La zone a été fermée au public. On a amené des chiens de chasse sur place. À partir de l'endroit où les empreintes avaient été découvertes, les chiens ont suivi un sentier qui s'enfonçait dans le marais. Mais la créature est restée invisible. Ce moulage en plâtre a été fait à partir d'une des empreintes de pas. Il mesure 35 cm de long et présente 3 étranges orteils en forme de griffes. Pendant des années, ce moulage est resté à l'abri dans un coffre. Il n'a jamais été examiné par un scientifique jusqu'à aujourd'hui. Jeff Meldrum est un scientifique connu et reconnu. Il va examiner les empreintes et les comparer à celles de mammifères connus. Ce qui est bizarre, c'est la façon même dont les griffes sont disposées. L'homme lézard est-il un mythe?
Ou sommes-nous sur le point de découvrir l'existence d'une espèce animale encore inconnue? Cette histoire sera-t-elle testée et approuvée? À suivre, les enquêtes sont terminées, il est temps d'en dévoiler les résultats. Parmi nos 3 histoires, quel sera le cas testé et approuvé? La communication avec les morts, une étrange créature mi-homme, mi-lézard, des notes écrites à la main par un fantôme. D'après vous, quelle sera l'histoire testée et approuvée? La famille Cobb, qui vit à Savannah en Géorgie, a reçu des dizaines de lettres soi-disant écrites par un fantôme nommé Danny. Son esprit en colère est également connu pour ses manifestations de violence. Les rideaux arrachés, la pièce saccagée, la cage de mes oiseaux par terre. Tout à coup, les portes du placard se sont ouvertes. Les vêtements ont été éjectés par terre. Il y avait des feutres et des stylos qui volaient dans la pièce et retombaient par terre. Les garçons étaient complètement terrifiés. La famille Cobb avait acheté un lit pour le jeune Jason, une antiquité, et c'est à ce moment-là que les phénomènes étranges ont commencé. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre était dans la pièce, comme si quelqu'un m'observait en permanence. Pour vérifier ces phénomènes, nous avons d'abord examiné les preuves physiques, les lettres écrites par Danny. Farrell Shiver a examiné toutes sortes de documents, chèques falsifiés, reconnaissance de dettes, testaments contestés, mais c'est la première fois qu'il analyse l'écriture d'un fantôme. Lors de son premier examen des lettres de Danny, le docteur Shiver est immédiatement frappé. C'est censé être l'écriture d'un enfant de 7 ans qui serait né dans les années 1890. Il aurait donc appris à écrire à la même époque, mais en ces temps-là, on n'apprenait pas à écrire aux enfants. Ça a commencé en 1920. Et il aurait d'abord appris l'écriture cursive. Le docteur Shiver a très attentivement comparé les lettres de Danny avec l'écriture de tous les membres de la famille Cobb. Il y a des ressemblances frappantes entre l'écriture de Jason Cobb et celle retrouvée sur les lettres. De mon point de vue, aucun autre membre de la famille n'est impliqué là-dedans, mais en tant que professionnel, je dis que Jason Cobb est très probablement l'auteur des lettres de Danny. Et quand je dis que c'est probable, ça veut dire que j'ai des preuves tangibles de ce que j'avance. Les preuves physiques n'ont pas réussi à passer la barrière de nos tests. Malgré ces conclusions, Jason persiste. Ce n'est pas lui qui a écrit les lettres de Danny. Nous avons alors fait passer le père et le fils au détecteur de mensonges. Les tests ont lieu dans la propre maison des Cobb. Les protagonistes ont rejoué pour nos caméras les moments les plus marquants. Je commence ma première question. Avez-vous inventé toute cette histoire de Danny pour en tirer profit? Non. Al Cobb est un type charmant. Il était plein de bonne volonté, très coopératif. Et il m'a aidé à mener à bien son passage au détecteur de mensonges. Et puis il y a eu Jason. Je lui ai posé quasiment les mêmes questions. As-tu écrit ne serait-ce qu'une seule des lettres que l'on attribue à Danny? Non. Est-ce qu'un membre de ta famille a inventé l'histoire de Danny dans le but de faire du profit? Non. Le test est terminé. Devant nos caméras, le Major Morris dévoile les résultats à Al et Jason. Je pense que vous êtes deux bons gars. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous dire que vous avez réussi votre passage au détecteur de mensonges. Jason, tu as eu une réaction particulièrement violente à la question « As-tu écrit les lettres de Danny ?» As-tu personnellement écrit au moins une des lettres attribuées à Danny? Non. Monsieur Cobb, je pense que Jason a écrit les lettres. Et pour les deux autres questions qui parlaient de faire du profit grâce à cette affaire et de soutien mutuel entre vous, je suis désolé, mais il y a des réactions indiscutables sur chacun de vos tests. Malgré ces résultats, Al Cobb reste persuadé que le lit est hanté. Il va même jusqu'à affirmer que le fantôme a pris possession du corps de Jason pour écrire ses lettres. Oui, c'est sûr, je suis déçu. Parce que vous savez, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Et puis je ne veux pas que Danny soit vexé. J'ai confiance en mon fils. Je suis son père, il m'aime, je l'aime, et voilà, ça nous suffit.
Michael Parry et sa femme Marty Baker forment un couple de voyants hors du commun. Michael prétend pouvoir parler aux morts, pendant que Marty réalise leur portrait. Le fait que l'on travaille ensemble, c'est quelque chose d'unique. On est mari et femme. Des centaines de sceptiques sont venus nous voir et sont repartis complètement convaincus. Michael et Marty ont mis à l'épreuve leur talent lors d'un test organisé par nos soins. 5 personnes sélectionnées au hasard ont participé à une séance avec Michael et Marty. À la fin de chaque séance, Marty présentait au sujet le portrait qu'elle avait réalisé. Nos sujets ont eu une semaine pour explorer leurs albums de famille. À une exception près, ils sont tous revenus partager leurs trouvailles avec notre équipe. La première est Mila Bozard, 81 ans. Souvenez-vous, sa séance ne s'était pas très bien passée. Vous n'êtes pas une proche de l'acteur Mickey Rooney? Non. Marty arrivera-t-elle à faire mieux avec son portrait? Oui, là je vois mon oncle. Ça me rend très heureuse. Le portrait réalisé par Marty représente l'oncle préféré de Mila, Kim, décédé en 1994. On voit la ressemblance ici sur les lèvres, les oreilles, les cheveux, les lunettes. Au départ, quand j'ai regardé les dessins de Marty, ça ne me disait vraiment rien. Parce qu'en fait, j'ai gardé une image beaucoup plus jeune. Bonnie Freeman est la prochaine sur la liste. Elle avait adoré la séance avec Michael. Vous avez une proche qui est psychologue. Roberta, ma sœur, elle est infirmière en psychiatrie. Le portrait de Marty sera-t-il aussi précis? Je n'ai pas reconnu la personne sur le portrait et j'essaye encore de trouver de qui il s'agit. J'ai fait circuler le dessin par email, je l'ai montré autour de moi, j'ai fait des photocopies, je recherche vraiment l'identité de cette personne. C'est maintenant au tour d'Alfonso Hernandez Anaya. Pendant sa séance, Michael était entré en contact avec la personne qu'Alfonso espérait, sa grand-mère. C'est elle qui vous a élevé? Oui. Mais vous n'étiez pas là quand elle est morte. Exact. Marty a dessiné 2 portraits pour Alfonso. J'ai montré ces 2 images à ma mère, elle m'a dit « Non, ces gens ne ressemblent à personne de notre famille ». Je les ai ensuite montrés à ma grande-tante, mais elle ne m'a rien dit de plus. La dernière personne à faire le point sur les portraits est un membre de notre équipe, Alston Chapman. Pendant une des séances, de manière totalement inattendue, Michael est entré en contact avec l'esprit d'un membre de la famille d'Alston. Là, je suis avec quelqu'un qui a perdu sa jambe. Je vois une gangrène. Il a perdu sa jambe. J'ai un grand-oncle qui a fait la Deuxième Guerre mondiale et il a perdu sa jambe en sautant sur une mine. Le portrait réalisé par Marty va-t-il correspondre? D'abord, quand Marty m'a donné ce dessin, je ne savais pas qui c'était. Il ne ressemblait à personne de ma famille. Et ma mère ne l'a pas reconnu non plus. Mais mon père, dès qu'il a vu le dessin, il a dit « Oh mon Dieu, c'est Thomas Alston. On m'a donné ce prénom pour lui rendre hommage. » Alors Marty Baker et Michael Parry ont-ils vraiment des dons de voyance? Les dessins de Marty représentaient bien un proche disparu pour la moitié de nos sujets. Quant à Michael, tous les sujets sauf un s'accordent à dire que ses visions étaient pertinentes à plus de 70%. Il n'existe pas de calcul scientifique pour mesurer les dons de voyance, mais ces chiffres-là sont difficiles à ignorer. En ce qui nous concerne, nous considérons que ce cas est testé et approuvé. Dans notre 3e histoire, nous vous avons parlé de l'homme lézard. Un être bizarre, mi-homme, mi-bête, censé vivre dans les marais de Bishopville en Caroline du Sud. Le shérif en service à l'époque des apparitions de l'homme lézard est persuadé qu'il ne s'agit pas d'une imposture. Tous les gens qui l'ont vu ont eu très peur. Ils parlent de muscles très allongés, de la grande taille de l'animal inhabituel, de ses grands yeux rouges et de ses 3 griffes crochues. Les différentes apparitions de la bête étaient espacées de plusieurs kilomètres. Notre dessinateur a interrogé 3 personnes qui disent avoir rencontré l'homme lézard ces dernières années. Les résultats, 3 dessins pour le moins différents. La seule preuve concrète pouvant être analysée scientifiquement est ce moulage en plâtre d'une empreinte de pas. L'empreinte a été trouvée sur un site où l'on dit avoir vu l'homme lézard. Après avoir passé 20 ans au fond d'un coffre, le moulage est remis entre les mains du docteur Jeff Meldrum. Le docteur Meldrum est cryptozoologue.
Ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce moulage de beaucoup plus près. Le docteur Meldrum a passé des heures à observer et analyser la trace de pas. En premier lieu, il a comparé l'empreinte à celle de mammifères connus. Ce qui me trouble le plus avec l'anatomie de ce pied, c'est que, en gros, on a 3 orteils associés à un pied plat. Les animaux qui marchent sur leurs pieds ont normalement tous 5 orteils. Alors que les 3 orteils que nous avons là sont plus caractéristiques des animaux qui marchent sur la pointe des pieds, sur leurs orteils, comme certains dinosaures. Ce qui me paraît également très étrange, c'est l'agencement des griffes. Les griffes, qu'elles viennent de mammifères ou de reptiles, ont une anatomie très particulière et elles laissent toujours les mêmes types de marques. Il y a beaucoup d'irrégularités à cet endroit-là, ce qui m'amène à me demander si ce sont véritablement des traces de griffes. Le docteur Meldrum cherche le moindre signe qui pourrait prouver que la créature des marais est d'une espèce animale encore inconnue. Ce que je fais là, c'est que j'observe le moulage au plus près, pour essayer de repérer des indices sur le type de peau. Il n'y a rien ici qui indique des caractéristiques particulières de la peau. Rien qui ne puisse faire penser à un reptile, par exemple, ou au coussinet d'un ours. Le docteur Meldrum est prêt à rendre ses conclusions. Voilà, shérif, j'ai examiné votre moulage. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une créature vivante. Au moins pour le moment, je suis obligé de remettre sérieusement en cause l'authenticité de cette empreinte. C'est probablement quelqu'un qui l'a fabriqué, quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment en anatomie animale. En d'autres termes, cette empreinte est très certainement un faux. Cela veut-il dire que l'homme lézard n'est rien de plus qu'un mythe? Peut-être, mais s'il vous arrive de traverser Bishopville pendant la nuit, il serait préférable d'éviter les marais de Skyport.